Bonjour à toutes et tous. Du coup, on est là pour ensemble pour 1 heure et demie jusqu'à 17h30 pour parler de formation et de transition écologique. C'est principalement Franck qui est avec nous, à qui je donnerai la parole, mais juste pour introduire le contexte dans lequel on se situe. Depuis le début de l'année, on fait des webinaires comme ça, thématiques, qui sont principalement destinés aux formateurs du réseau. Donc, qui dit formateur, ça peut être des formateurs qui interviennent en BAFA, dans des formations continues, en BPGEPS, en CPGEPS, en DEGEPS. Et d'ailleurs, on a la chance là d'avoir une promo de DEGEPS dans le Var. Ouais. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous avoir parmi nous. Euh, et puis on a aussi des collègues d'un peu partout dans le réseau. D'ailleurs, je vous propose euh, juste de dire d'où vous venez, les collègues. Bon, on va pas faire le tour de toute la promo parce que bon, c'est un contexte à peu près identique, on voit à peu près. Mais juste les autres qui sont en ligne derrière leurs écrans, si vous pouvez mettre votre caméra et nous dire qui vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Franck. Et Valentine, je vois que tu es la première à dégainer, donc je te donne la parole. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. OK, super. Valentine, du coup, j'ai intégré la Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire, donc union régionale, il y a un peu plus de 2 mois. Et tu es sur les questions de transition éco, il me semble. Ouais, mon poste, c'est un, responsable de projet, sobriété et climat, donc oui, bien au cœur de ces enjeux-là. Ok, top. Merci. Joris et Nikita, du coup, je suppose. Oui, bonjour à tous. Donc, Joris, coordinateur des formations professionnelles. Et du coup, je suis accompagné de Nikita, qui est chargé de mission sur tout ce qui est la transition écologique sur la Ligue du 28. Donc, ça nous semblait pertinent qu'on soit ensemble sur cette visio-là concernant ces formations, les différents outils que vous avez pu mettre en place lors de la visio. Donc, voilà pour nous. Bienvenue. Merci. Sébastien. Oui, oui, bonjour. Donc moi, je suis chargé de mission éducation à la FOL 01 et en charge donc justement des formations BAFA et APRO nature environnement parce qu'on est dans un cadre assez propice. Et sinon, référent service civique où on est aussi dans ce cadre de transition écologique pour un service civique. Ok, Voilà. top. Marie, je ne sais pas si tu es avec nous. Alors oui, juste un problème de caméra, donc je m'excuse. Moi, je suis à la Ligue 33, je suis en stage avec Carole Garcia. Voilà, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je fais un master des métiers de l'enseignement et de la formation, pratique ingénierie de formation, et plus spécifiquement, éduquer aux transitions écologiques et aux objectifs du développement durable. Super. Top. Eh ben, bienvenue, Florence. Voici Florence pour les autres, parce que effectivement, il y a du monde qui Oui, connaît si pas. tu veux, je peux faire un groupé. Donc, Florence Bazin, coordinatrice sur la FOL du Var. Transition écologique, j'aurais vu vous dire, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on ne fait pas assez. Donc, moi, toujours, en tout cas, ça m'intéresse à chaque fois d'écouter. Et puis parce qu'on va faire beaucoup plus, on en profite pour présenter le groupe des DE GEPS, coordinateurs de projet, donc nouvelle mouture de DE, qui sont si je ne m'abuse, tous en stage dans le Var. J'essaye de les regarder en même temps pour voir un peu. Je pense que je dis pas trop de bêtises, quoi. Mais bien disséminés dans des endroits divers et variés. Et Julien qui intervient du coup sur ce DE GEPS et à qui je passe la main au moins pour parler peut-être du DE Transition Éco. Et bonjour. Oui, on m'entend? Ouais, 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 c'est tout bon. Ok.
Voilà, donc Julien, je suis formateur sur toute la filière GEPS. Et donc cette semaine, effectivement, avec les DEGEPS, on aborde la transition écologique, le développement durable. Donc ça tombe bien dans la chronologie qui est cette intervention. Et effectivement, moi j'ai des missions, je travaille avec Julien sur un projet d'un DEGEPS qui sera beaucoup plus tourné, qui sera construit autour de la transition écologique. Et voilà, et qui est en projet en ce moment. Pour, normalement, une rentrée en fin d'année. Voilà. Merci. Et du coup, il y a Aline qui nous a rejoint et Elliot entre-temps. Aline, bon, c'est juste un petit tour de table, savoir d'où tu nais, ton lien avec la transition éco, s'il y en a un. Bonjour, donc moi c'est Aline, je travaille à la Ligue 32 dans le GEPS. Je suis formatrice et porteuse de projet dans le pôle formation insertion à la Ligue 32. Et j'ai cette petite casquette de référente transition éco. Je fais des formations diverses et variées, transition éco, mais aussi école dehors en lien avec l'INSPE de chez nous. Voilà. Et c'est vraiment un truc qui me porte. Top. Et Elliot, si tu nous entends. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend très bien. Ok, super. Donc moi, je suis en BPGEPS ASEC, donc, et je participe à la réunion pour découvrir un petit peu comment tout ça se passe pour Où me est-ce que renseigner. tu es en BP à sec? À Avec- Brignoles, sur Ok. Brignoles. BPGEPS ASEC de Brignoles dans le Var. Ok, C'est ça, encore exactement. en force Il y a mon les formateur, Varois. Johan Montagne, qui essaie de se connecter là. Très bien. Eh ben, bienvenue à toutes et tous. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Franck. Je voulais juste vous dire en intro que la transition éco à la Ligue, c'était porté par ma collègue Léna Picard qui pourra pas être là aujourd'hui, mais qui sera là lors du prochain webinaire qu'on va consacrer aux questions d'éco-anxiété et autour d'un projet qu'elle a piloté. Mais c'est aussi soutenu par un texte qui s'appelle Habiter ensemble un monde commun, que j'invite toutes les personnes ici qui ne l'auraient pas lu à lire, parce que ça dit justement l'ambition qu'on met autour de la transition écologique et qui doit à la fois toucher notre organisation, notre structure en tant que structure employeuse, nos conditions de travail et d'évolution en tant que salariés, mais aussi, et je dirais même surtout, notre rôle d'éducateur, puisque c'est quand même le fond de la mission de la Ligue, et donc on touche de ce biais beaucoup de monde de jeunes, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est particulièrement sur ce sujet qui nous a semblé intéressant de donner la parole à Franck, qui œuvre depuis la Fédé 42 à créer de nombreux outils pédagogiques justement sur ce sujet de la transition écologique et du coup à qui je laisse tout de suite la parole pour vous en parler. Franck, Ok, c'est à toi. merci, merci Julien. Et puis bonjour à toutes et tous, à ceux qui nous ont rejoints là tout fraîchement. Je me présente peut-être pour démarrer rapidement. Donc moi, je travaille effectivement dans la Ligue de l'enseignement de la Loire, dans un service d'éducation à l'environnement et au développement durable, tel qu'il était nommé dans les années 90 quand il a été créé par des enseignants détachés pour la Ligue de l'enseignement. Et il y a une petite cellule qui s'est montée donc à Roanne, dans le département de la Loire. Et donc avec pour objectif de créer des partenariats éducatifs. Historiquement, ça s'appelait le programme CED, Citoyenneté, Environnement, Développement Durable, et de créer des partenariats entre des communes, des écoles et la Ligue en intervenant, donc avec une modalité de ressources financières qui était apportée par la commune et puis l'expertise qui était amenée par la Ligue au service de projets pédagogiques sur des questions d'éducation, l'environnement, développement durable. Donc ça, c'était dans les années 90. Après, le service, il a
continue de se développer. On a développé, alors moi à ce moment-là, je suis encore pas là, hein. Les collègues ont développé des interventions, des outils d'intervention sur des thèmes comme l'énergie, comme l'air, comme le jardin. Et puis petit à petit, on a développé de nouvelles thématiques. Aujourd'hui, on en a plus d'une douzaine, et je dis une douzaine sans l'avoir recompté. On va parler d'agriculture, d'alimentation, de déchets, d'eau, de forêt. Et on a donc plein de contenus pédagogiques, d'intervention qui nous permettent d'aller face à des publics, on va dire de la maternelle jusqu'à du public adulte, et avec des variantes et des angles thématiques qu'on abordera, certains plus avec certaines tranches d'âge que d'autres, quoi. Voilà, donc ça, c'est la naissance de notre service. Et puis, donc moi, j'arrive à la Ligue un peu avant 2010. Du coup, je suis arrivé comme éducateur. Alors moi, j'ai un parcours scientifique, et après, j'ai fait une licence pro de médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'université de Tours. Et donc, je suis arrivé sur un poste vraiment de face à face avec les publics. Et ensuite, on a développé, dans le cadre de l'expertise qu'on a acquise, d'autres branches de travail. Et on s'est orienté autour d'activités de formation, qui reste une partie plus faible en termes de volume par rapport à l'ensemble de notre activité. Et une grosse partie dans le service aujourd'hui, qui est de la création de ressources éducatives qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs. Là aussi, ça dépend du projet. Et dans le temps qui nous est imparti, je vais vous en présenter quelques extraits dans l'idée que vous puissiez aller après repuiser dedans. Tout ce qu'on crée, on le partage en ressources éducatives libres. Donc, vous pouvez le télécharger, récupérer les fiches, récupérer tous les contenus, et au besoin, vous les adapter, les reprendre pour les améliorer dans le cadre de votre pratique, de votre besoin éducatif. Est-ce que j'ai fait une longue introduction, mais sans vous demander si tout le monde était bien OK sur le son? C'est bon pour tout le monde? OK. C'est bon. Bonjour, désolé pour le retard. Bonjour Camélia, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et donc là, du coup, si ça vous convient, et Julien, tu me feras bien un pouce pour être sûr que ça réponde bien à vos attentes. L'idée, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je recontextualise le contexte de la transition écologique et des enjeux environnementaux, en tout cas tels que nous, on les intègre en postulat d'entrée dans notre réflexion pédagogique. Et après, je parlerai justement de notre posture éducative dans le cadre de ce qu'on essaie de développer comme outil, comme méthodologie de travail, justement pour que les élèves ou le public prennent un certain angle de regard sur la situation du monde. Et puis après, je rentrerai dans un peu plus de détails sur des outils pédagogiques selon les thématiques. Ça vous va si je fais ça ou pas? C'est OK. OK, je vais vous partager du coup mon écran. Bon, voilà. Et puis il y a quelques éléments. Là, vous me faites un petit pouce aussi quand c'est bon pour l'écran. Et alors, par contre, là, je viens de perdre. Il y avait la grande salle avec tout le monde. Je vous vois plus à l'écran. Est-ce que justement, depuis votre place, vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran? Est-ce que vous avez un grand écran? Est-ce que c'est visible ou pas? Oui, c'est bon, merci. Alors pour toi, Aline, oui, mais voilà, Ouais. c'est bon pour tout le monde là-bas. OK, tout le monde voit bien. Ouais, OK, le grand groupe. OK. Alors, donc là, je vais, pour introduire, on va dire en termes presque de brise-glace et de réflexion, c'est une activité pédagogique qui a été développée dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pacte partagé, apprendre, comprendre pour la transition écologique. Je vous remontrerai plus de détails tout à l'heure. Mais pour contextualiser la question, la manière dont on va poser les enjeux environnementaux aujourd'hui, dans les éléments de contexte introductif, c'est de se demander déjà aujourd'hui, on va parler d'éduquer en anthropocène. Nous, c'est des termes qu'on s'approprie dans le cadre de notre service. Et ça veut dire quoi, éduquer en anthropocène dans un monde où justement la place de l'humain est importante? Pour ça, je vais vous proposer, du coup, là, il y a une série, de cartes. Vous avez d'un côté des éléments qui font partie plutôt du règne du vivant. Vous avez les végétaux, les bactéries, les mycètes, les archées. D'un autre côté, vous avez ce qui représente la quantité de béton, de granulats, de briques et d'asphalte qui sont présentes sur la Terre à l'instant où on parle. Qu'est-ce qui se passe si on essaie de classer les éléments qui sont sur la gauche? C'est quoi qui pèse le plus sur la Terre dans le règne du vivant? Et qu'est-ce qui va peser le plus dans, on va dire, l'anthropocène, l'impact des humains?
Camilla dit, non, redis bonjour, je ne sais pas si tu as rajouté ou pas, mais Julien, je te laisse s'il y a des messages, des questions, des trucs dans le chat parce que je ne suis pas Ouais, clair ouais, ou ouais, ouais, quoi que ce soit. je m'en occupe, pas de souci. Tu peux te N'hésitez pas à en concentrer mettre sur des ton truc. questions, voilà, et puis à m'interrompre et je recomplète au besoin. Alors, donc là, bon, pendant que je parle, je ne sais pas si vous avez une réflexion personnelle sur le sujet. Puis là, la structure du groupe fait que ce n'est pas évident de vous la faire vivre, mais on peut le faire avec des jeux d'étiquettes. Et on place les gens en situation de travailler sur le côté vivant, le côté plutôt anthropocène, de façon séparée, et déjà d'essayer de classer les choses. Et après, on va mettre les choses en commun. Donc ici, si on regarde d'un côté ce que ça donne en termes de gros volume pour ce qui est de la partie matérielle, on voit que le béton pèse énormément dans l'anthropocène. Après, on a tout ce qui va être le granulat, les briques, l'asphalte, dans une moindre mesure, les métaux. Et puis ensuite, dans une petite case fourre-tout, on va avoir tout le reste, entre guillemets, dont les plastiques, qui sont des matériaux légers. Mais ça va représenter la masse totale de ce que fabrique l'humain à la surface de la Terre. De l'autre côté, on va avoir la représentation de la proportion du vivant. Les végétaux prennent énormément de place sur la Terre, les bactéries prennent énormément de place, les mycètes prennent énormément de place, donc tout ce qui va être champignons. Ensuite, on va avoir des organismes microscopiques, les archées, les protistes, les virus. Et vous voyez que dans le cadre d'une petite case qui représente 0,4% du vivant, on va avoir les animaux. Et dans cette case des animaux, 0,4% du vivant, on va avoir l'humain que vous apercevez en tout petit au milieu, à côté d'un poisson, d'une vache, d'un papillon, d'un escargot et d'un oiseau que je n'arrive pas à reconnaître moi non plus à l'écran. Mais voilà, c'est une toute petite partie. Maintenant, si je vous posais la question de dire, si je prends les cases de ces deux gros blocs, le vivant d'un côté et puis le non-vivant de l'autre côté, plutôt anthropocène, et que je les mets ensemble, ça nous donne quel panorama? Et le panorama de rendu final, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, ce qui pèse le plus lourd à l'échelle de la Terre, ce n'est pas les forêts, ce n'est pas les règnes de vivants, ça va être le béton en premier. Alors après, il y a les végétaux, mais on a plus de béton à la surface de la Terre que de poids d'arbres, d'herbes, du règne végétal. Et puis, on va voir ensuite les granulats, les briques qui pèsent énormément. Et donc après, voilà, les autres parts du vivant sont des parties plus congrues de cette masse totale à la surface de la Terre. Et ça a une incidence, c'est que concrètement, toutes ces matériaux, toutes ces constructions qui sont développées par les humains, ces transports de matériaux, ça va transformer et impacter de façon très importante ce qu'il y a à l'échelle de la Terre. Et c'est en 2000, là je vous mets une étude de 2000 qui dit qu'à peu près aux alentours de 2020, la masse de l'activité de l'être humain à la surface de la Terre, elle a explosé. Vous voyez qu'il y a une courbe qui est croissante et elle dépasse la biomasse terrestre de tout le règne du vivant confondu. Et voilà, et donc c'est parce que ce petit être humain, qui est une toute petite partie du règne des animaux, et derrière fabrique énormément de choses dans des proportions colossales qui viennent impacter la planète de façon gigantesque. Bon voilà, une petite introduction rapide, c'est une activité que vous pouvez utiliser, que nous on utilise en collège, on l'utilise aussi dans des formations pour adultes, service civique, parce qu'en fait c'est des grandes notions qu'on n'est pas habitué à manipuler. Donc selon comment vous amenez les choses, vous pouvez facilement réutiliser ça. Et voilà, on a des posters parce que l'écran existe en format étiquette, découpable, imprimable, etc. Vous pouvez me reposer des questions sur où trouver tout ça précisément tout à l'heure si nécessaire. Alors, bon, pour continuer, en termes aussi de prérequis de connaissances, alors là, c'est quelque chose que j'utilise avec vous, qu'on n'utilise pas avec des petits, hein. Mais il y a une sorte d'énigme mathématique qu'on peut se poser pour appréhender ce qui est en train de se passer à la surface de la Terre avec l'Anthropocène. C'est de prendre l'image d'un étang dans lequel il y a une petite algue de 1 cm². Elle est dans un étang de 3000 m². Et elle se reproduit, son nombre double tous les ans. Et on va se demander au bout de combien d'années il y a 1% de l'étang qui est recouvert, au bout de combien d'années il y a 20% de l'étang qui est recouvert, puis 50%, puis 100% de l'étang qui est recouvert.
Le but de cet exercice, et là je vous mets, là, bon, je pense que là du fond vous verrez peut-être pas en tout petit, mais je vous ai mis les 26 années qui sont nécessaires pour voir l'évolution justement de cette algue dans les temps et de la surface qu'elle recouvre. Et on se rend compte que pour avoir 1% de l'étang, 0,9%, c'est la case en haut à droite qui est entourée, il faut attendre 19 années. Donc pendant les années précédentes, ben, j'ai moins de 1% de l'étang, j'ai moins de 30 mètres carrés sur 3000 mètres carrés qui est une grande surface, qui sont pris par cette algue nouvelle qui est arrivée dans l'étang. Et si je veux avoir 2% ou 3%, je ne vais pas attendre encore 19 ans plus tard. C'est là on voit qu'il y a un processus d'accélération qui se joue et que en fait, les 20% de surface recouverte, je vais l'avoir quelques années plus tard, à la 24e année. Et si je veux 50%, ben, je n'attends pas encore 20 ans, c'est l'année d'après que ça se passe. Et si j'ai 100% de mon étang recouvert, ben, c'est encore l'année d'après. Donc après, ça va vraiment très très vite. Dans l'image d'un fonctionnement d'un écosystème type étang, là, c'est un schéma typique de processus. Là, pardon si le vocabulaire n'est pas adapté, mais si c'est peut-être des choses que vous connaissez, c'est un processus d'eutrophisation. Donc, on a une algue qui va venir recouvrir l'étang de façon complète. Elle va perturber le processus d'oxygénation du milieu et on peut arriver à une mort de l'écosystème étang au sens que les animaux qui y vivent, ben, en fait, ils n'arrivent plus à y vivre convenablement parce que cette algue, elle est venue asphyxier le milieu et perturber complètement son fonctionnement. Et ce que je vous mets sur la droite, c'est donc de dire en fait que ce processus-là de dynamique de changement dans les temps, il s'est amorcé sur d'abord une vingtaine d'années sans que je vois grand-chose. Au début, peut-être que je m'en inquiète pas. Je me dis, bah ouais, en fait, bah, tout va bien, il y a un peu d'algues, bah, ça permet aux poissons de se cacher, c'est nouveau, je me pose pas trop la question. Une analogie qu'on peut faire, c'est avec les questions de changement climatique, hein, où on peut se dire, bah, tiens, finalement, il fait un peu plus chaud, que c'est si gras, bah, après tout, c'est quand même sympa d'aller se baigner quand l'eau est plus chaude. On commence à appréhender quelque chose, sauf qu'en fait, on est dans un processus qui a un format mathématique qui s'appelle une exponentielle et qui fait que dans les années qui viennent, bah, ce processus-là, il va vraiment s'accroître de façon très, très, très rapide. Et ça, c'est un problème parce qu'au moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose, on se dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence à gérer cette petite algue-là? Bah, je n'ai pas le temps de beaucoup réfléchir parce que le temps que je comprenne ce qui est en train de se passer, ben, les programmes s'aggravent de façon exponentielle dans les années qui suivent. Donc, pourquoi je fais cette introduction à cette notion-là? Pour essayer de réussir à imager un processus qui s'appelle la grande accélération. C'est des études qui datent des années, je crois que c'est 2015 de mémoire. Ouais, je crois que c'est 2015, la source là. Donc, ce sont des scientifiques qui ont regardé les grandes composantes socio-économiques, donc l'activité des humains à l'échelle de la Terre. Et qu'est-ce qu'on observe globalement? Bah, que quand on regarde plein de composantes, que ce soit l'augmentation de la population, la consommation d'énergie, d'eau, la manière dont les télécommunications se développent, dont la production de papier, ils ont pris plein d'exemples, et ben, on est sur une forme de courbe exponentielle qui, à partir des années 1950, se met à croître de façon extrêmement importante à la verticale. Et ça, dans les conséquences, alors, et ça, c'est ce que je vous ai mis sur la droite de l'écran. L'idée, c'est bien que c'est une vision mondiale, et je n'aurai pas le temps de trop le développer dans le temps qui nous est imparti là, mais ce n'est pas une vision qui est uniforme, ce n'est pas tous les humains de la même façon. Il y a des systèmes de vie et de consommation de biens, des sociétés qui sont beaucoup plus impactantes que d'autres vis-à-vis justement de la manière dont on va avoir une influence justement sur la dégradation environnementale du monde. En conséquence de ça, de façon corrélée, ils ont regardé l'évolution des composantes du système Terre. Et ils se rendent compte que bah, tiens, la quantité de dioxyde de carbone, bah, elle augmente aussi de façon exponentielle, que la présence de méthane, les températures de surface, tiens, les océans s'acidifient de façon exponentielle, que la forêt tropicale, elle disparaît de façon exponentielle, que le recul de la biodiversité, il disparaît de façon exponentielle. Et donc, derrière ce constat-là, cette étude, elle est là pour nous alerter sur le fait qu'une courbe exponentielle, dans le cadre d'un monde fini, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, je peux consommer plus de poissons et 2 fois plus de poissons l'année d'après et encore doubler l'année d'après, etc. Mais au bout d'un moment, si j'en consomme sur un format exponentiel, bah, j'atteins les limites de capacité de régénération de la population de poissons. Et la question, c'est à quel moment en fait, ce système-là, il va rencontrer une butée haute qui fait que bah, on ne peut plus monter.
Alors, alors je vais le faire en 2 temps, mais ces conséquences-là, là, qui sont sous forme graphique, vous connaissez peut-être, je vous laisserai mettre des petits pouces ou vers le haut ou vers le bas pour essayer de s'y rendre, ou alors que vers le haut, on va le faire comme ça, que vers le haut ou lever la main pour ceux qui connaissent la notion de limite planétaire. Donc, alors, une partie de l'assemblée là-bas et quelques personnes, c'est peut-être 50-50, on va dire, dans le groupe là. OK. Donc, pour aller rapidement, mais c'est un concept qui est très important, sur lequel on travaille pédagogiquement après dans le cadre de certaines activités, notamment sur du public collégien. Les images que je vais vous montrer juste après, on les utilise avec du public collégien pour discuter de cette notion-là. Alors, les limites planétaires, alors elles sont nombreuses. Là, c'est toutes les images. Il y a des enjeux de biodiversité, d'acidification des océans, de changement climatique illustrés par plein de conséquences, perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, donc avec des questions agricoles qui sont liées derrière, qui viennent perturber le fonctionnement des milieux aquatiques. Limite planétaire de la couche d'ozone, limite planétaire des aéréosols, donc toutes les petites microparticules qui sont dans l'air, qu'on est amené à respirer. Le changement d'affectation des sols, donc artificialisation, déforestation, qui font partie des limites planétaires. La ressource en eau avec 2 composantes, une composante eau bleue et eau verte. Les scientifiques distinguent les choses, donc plutôt les eaux qui vont être présentes dans les milieux aquatiques et puis l'eau présente dans le cadre des sols, de la végétation, et avec là aussi des limites. En ce moment, en France, malgré le fait qu'il y ait pas mal plu, je pense à Serge Jacquat, qui est un agroclimatologue, en ce moment alerte sur une sécheresse de surface des sols qui est déjà importante au niveau d'une grande partie du territoire parce que voilà, c'est aujourd'hui le fonctionnement des cycles de l'eau est perturbé et c'est une limite planétaire qui est très liée à d'autres limites, j'y reviendrai après, dont le changement climatique. Les microparticules, tous les microcomposants chimiques, des centaines de milliers de composants chimiques qui sont envoyés dans les milieux naturels. Et voilà pour la 9e limite planétaire. Et en conclusion, pour celles et ceux qui le découvrent, alors vous pourrez aller, il y a beaucoup de documentation, et ce que je dis là, c'est des sources, vous allez trouver ça sur le site du gouvernement français ou dans la documentation européenne. C'est des études qui sont reconnues, utilisées comme des bases acceptées scientifiquement, comme des repères justement pour se représenter l'état du monde. Bon, les limites planétaires, elles sont là pour nous dire quoi? Elles sont là pour nous dire que si on est dans la zone verte au milieu du graphique, nous sommes dans une zone de sécurité pour l'humanité. C'est-à-dire que l'ensemble de l'humanité peut continuer de vivre de façon durable, pérenne, en limitant son impact à quelque chose qui est possible en termes de régénération pour la Terre, en termes de capital. Et au-dessus, quand on sort de cette limite, on rentre dans des zones de risque. Et plus on s'en éloigne, plus on va dans les couleurs violettes à l'extérieur du cercle, plus on est dans des zones où on atteint des limites importantes qui mettent en danger le fonctionnement de tous les écosystèmes dont dépend l'humanité pour vivre. Et donc, on est dans une zone de haut risque pour l'humanité, de façon régionale et de façon mondiale en termes plus macro. Voilà, et bien sûr, donc là aussi, je l'ai un peu dit, mais il y a des interactions entre toutes ces limites planétaires. Le changement climatique va affecter la biodiversité, le changement des sols va impacter le climat, la ressource en eau va être liée au changement climatique, les micropolluants vont affecter la biodiversité. Bref, le but, c'est de comprendre pédagogiquement pourquoi pardon si c'est un peu long en introduction, mais c'est important en termes de posture éducative. C'est-à-dire qu'à la fois, nous, on a des entrées thématiques, je vais le dire comme ça, en silo. On va avoir un programme eau, un programme air, un programme climat. Mais il y a un enjeu à ne pas rester en silo et se dire, en fait, là, on va travailler sur comment on règle le problème des déchets. Et là, comment on règle le problème de la déforestation. Et là, comment on règle le problème du climat. Tout ça est interconnecté. On a besoin de trouver des solutions de transformation de nos sociétés qui nous permettent d'être efficaces sur l'ensemble de ces limites planétaires dont il faut essayer de résorber l'impact aujourd'hui, puisqu'on en est aujourd'hui sur 9 limites planétaires. On est à 7 limites, merci, il y a Valentine qui est en train de le mettre, 7 limites planétaires qui sont dépassées, hors de la zone de sécurité. On va dire globalement, celle qui va le mieux, c'est celle de l'ozone
pour lequel il y a eu des grosses inquiétudes mondiales il y a une cinquantaine d'années maintenant sur la dégradation justement de cette couche qui nous protège des rayons du soleil d'un point de vue des UV. Et des accords mondiaux ont permis justement de ramener dans une zone de sécurité l'humanité vis-à-vis de cette limite planétaire-là. Mais donc voilà, après c'est important parce que derrière, quand on va essayer de trouver des solutions, quand on va mettre les enfants ou les adultes dans des postures de dire qu'est-ce qu'on peut changer, ben, on doit se poser la question de dire si j'apporte un changement dans notre société ou dans ma vie, je prends l'exemple des mobilités par exemple. Si j'achète une voiture électrique, je me déplace avec une voiture essence, j'achète une voiture électrique. Alors, est-ce que je vais avoir une incidence sur le changement climatique d'un point de vue positif? La réponse scientifique, globalement, c'est oui. Il y a des conditions, hein. Ça dépend si on va se mettre en SUV. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais globalement, la réponse est oui. Est-ce que c'est assez par rapport au changement climatique si on change tout le parc automobile pour mettre que des voitures électriques, autant de voitures électriques? Ben, la réponse, ce serait plutôt non. Et en tout cas, du coup, c'est de se dire que par contre, si je continue avec la voiture électrique, bah, je vais continuer d'avoir des gros pneus qui vont s'user sur les routes avec des microparticules qui vont partir dans le sol. Je vais continuer de développer les infrastructures routières qui vont venir casser des connexions entre les milieux naturels. Je vais avoir des déplacements qui sont importants. Je vais produire encore beaucoup d'énergie. Et bref, sur d'autres limites planétaires, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, si je me dis qu'on va essayer plutôt d'orienter des mobilités avant de se poser la question de la voiture électrique vers une mobilité douce comme le vélo ou comme la marche à pied ou comme les transports en commun, bah là, je vais avoir un impact très positif pour le changement climatique, mais en plus, je vais éviter d'avoir justement d'autres conséquences indirectes importantes parce que bah, je n'ai pas des grosses batteries à produire, donc pas beaucoup d'extraction minière, chose que j'aurais si j'ai des voitures électriques quand même, etc. Voilà, donc cette vision globale et essayer de penser les choses pas en silo, mais de façon connectée et interconnectée, c'est quelque chose qui est important et qu'on essaie de plus en plus nous de mettre dans nos contenus pédagogiques pour pour que justement il y ait une gymnastique de réflexion qui se fasse avec l'idée que voilà, si je le traite en silo, en fait, je risque de faire des erreurs ou d'être un peu à côté du problème parce que si je ne m'occupe pas de tout, je ne réponds pas à la zone de sécurité pour l'humanité. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Cette limite planétaire dépassée, dans les études scientifiques de prospective qui sont assez réputées, alors qui, sous certains aspects, sont discutées, mais globalement, dans la communauté scientifique, c'est des choses qui sont quand même utilisées par beaucoup de scientifiques comme des alertes. Vous avez peut-être entendu parler du rapport de Rome, le rapport Meadows, qui a été fait dans les années 70, qui en fait faisait des scénarios d'évolution, avec les premiers modèles informatiques, d'évolution du monde en fonction de différents paramètres. La consommation de ressources, la croissance du PIB, l'évolution de la population, la pollution, est-ce qu'elle continue d'augmenter ou pas, la quantité d'industrie. Et ils ont fait des scénarios en disant, bon voilà, dans ce scénario-là, est-ce que si la population augmente de manière, qu'est-ce qui se passe pour le reste? Ils ont fait, je crois, une quinzaine de modélisations différentes. Et je retiens celle qui est à l'écran, puisque ça, c'est une modélisation qui, en fait, essaie de dire, si on continue dans les années 70 comme il le faisait à l'époque, qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur? Et c'est tous les petits pointillés que vous voyez, on se rend compte qu'autour autour des années 2030, cette fameuse courbe, ces courbes qui ont tendance à être un peu sous format exponentiel d'augmentation de la population, etc., à un moment donné, stop, le système Terre ne peut plus et il y a une autorégulation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des cours d'écologie. Il y a une courbe qui est connue entre les populations de lièvres et les populations de lynx. À un moment donné, l'une est liée à l'autre, et puis quand il commence à avoir trop de lynx, il n'y a plus assez de lièvres, et la population de lynx se casse la binette. Et bon, il y a des questions de régulation qui peuvent se faire. Puis il y a la question aussi de dire que quand on a un effondrement comme ça, à partir de quel moment on arrive à remonter à une situation équilibrée, sous réserve qu'on mette sous le tapis toutes les conséquences humaines pour chaque vie qui est impactée par justement toutes ces conséquences-là. Je termine sur ce graphique en vous disant que la partie qui est centrale en couleur ici, où il y a un trait, par exemple le trait pointillé vert avec le trait vert plein au-dessus, c'est que dans les années 2000, des chercheurs ont essayé de regarder ce qui s'était passé
dans les 30 dernières années par rapport au modèle qu'ils avaient fait 30 ans plus tôt. Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu le modèle informatique était déjà pas si déconnant que ça parce qu'en fait, il avait bien prévu ce qui allait se passer dans les 30 prochaines années. Donc, ça ne dit pas que le modèle, il dit juste pour les 50 années qui viennent, mais si le modèle a raison, ben, il n'est pas impossible qu'on ait des ruptures de ce type-là dans les années, dans les années à venir. Donc, la situation globale, pour clôturer peut-être sur cette introduction sur la situation planétaire, bah, c'est que de notre point de vue, on est dans des situations qui sont graves, qui impliquent des risques pour des populations, pour des humains. Enfin, on peut parler éthiquement de la vie des espèces, mais aussi enfin, des autres espèces et des autres vivants. Et il y a des risques pour l'humanité et des pans entiers de l'humanité. Là, je ne rentre pas dans le détail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais avec aussi des niveaux de risque différents. Ben, ce n'est pas le même risque si on est pauvre au Bangladesh, au Yémen, si on est au Qatar ultra riche, si on est en France, parce que voilà, il y a des questions de richesse, il y a des questions de capacité des sociétés à s'adapter. Ce n'est pas uniforme. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a ces risques-là qui pèsent sur nous et qui impliquent que du coup, bah, quand on va parler de ce qu'on peut faire, ce qu'il faudrait qu'on essaye de transformer dans nos vies, c'est pas seulement comment je trie les déchets, quoi. Ou c'est pas est-ce que j'éteins les lumières. Dans nos courants, et nous les premiers, il y a une vingtaine d'années, on faisait beaucoup ce qu'on appelle les gestes éco-citoyens. Quand tu te brosses les dents, tu fermes ton robinet, etc. En fait, c'est des projets éducatifs qui ont pu avoir leur utilité, mais qu'aujourd'hui on considère un peu dépassés parce que c'est enfermant dans un cadre, comme si c'était ça les réponses et qu'à partir du moment où tu fais ça bien, bah, tu n'as plus de questions à te poser. Et en même temps, ça empêche de penser des solutions et peut-être des alternatives qu'on n'a pas su nous imaginer le monde adulte. Donc, dans nos projets pédagogiques, il y a aussi un gros enjeu à la place de la créativité, de l'imaginaire, d'essayer d'inventer des nouvelles solutions, d'éduquer les enfants, d'éduquer les publics à penser dans un futur incertain des alternatives, des postures ou des façons de faire évoluer la société qui sont nouvelles et qui seront peut-être des réponses meilleures que celles qu'on a pu apporter jusqu'à présent parce que bah, aujourd'hui, nous, on a cette limite planétaire de dépasser et puis on a des systèmes, des sociétés qui sont encore très impactantes d'un point de vue justement de tous les enjeux que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, pour conclure, parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé des objectifs de développement durable. Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes, on les utilise aussi, les objectifs de développement durable dans certaines activités pour essayer d'avoir cette vision globale des enjeux et de tous les défis de l'humanité. Il y a des défis environnementaux, mais il y a aussi des défis sociaux. Vous connaissez peut-être la théorie du Donets de Kate Raworth, qui est une économiste qui a proposé justement ce modèle de société qui est en fait de dire aujourd'hui on explose les limites planétaires. L'enjeu c'est de trouver une société dans laquelle on vit dans un cadre où les écosystèmes restent viables et respectés et qui permet à tous les humains d'avoir accès à l'éducation, de pouvoir avoir un accès à la santé, au logement, enfin tous les besoins vitaux individuels dans des cadres démocratiques avec une possibilité aussi d'agir dans la société. Et c'est comme ça que, en tout cas visuellement, elle représente en tout cas ce qu'il faut qu'on cherche à faire ensemble à travers tous ces deux ODD. À titre personnel, je fais une critique, moi, des objectifs de développement durable, qui est en tout cas, pour l'instant, les modèles sont antinomiques entre le développement, l'atteinte de tous ces objectifs de développement durable et de continuer de dire qu'il faut, à travers le 8, travail décent et croissance économique. Aujourd'hui, la croissance économique, c'est le découplage entre l'énergie qu'on consomme, entre les matériaux qu'on utilise, les besoins justement de préservation des écosystèmes et le développement de la croissance économique, le compte n'y est pas du tout. Et aujourd'hui, il ne me semble pas, à titre personnel, moi, réaliste, de croire qu'on peut faire penser qu'on peut poursuivre cette voie-là
et atteindre le reste en même temps. Donc voilà, et si je vous donne une référence de quelqu'un qui conteste aussi pas mal ça, c'est Arthur Keller. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pourrez aller écouter cette voix-là, parmi d'autres, hein. Voilà, pour essayer de vous faire, vous, votre représentation des choses et de ce qu'il faut qu'on arrive à changer dans le logiciel aussi économique. Voilà pour l'introduction. Je regarde juste le temps. On a encore 3 quarts d'heure devant nous. Je vais donc. Alors, est-ce que la Ligue s'est fortement positionnée sur les questions de la décroissance? Alors, moi, je vous renvoie à ce que vous a dit Julien tout à l'heure, c'est Habiter un monde commun, qui est quand même un. Enfin, moi, il y a quelques années, je participais à un groupe qui s'appelait, à l'époque, je crois que c'était ATES, sur les questions de transition écologique. Et je trouve que ce document-là, il est quand même assez politiquement assez clair sur la rupture avec un modèle capitaliste, avec une société et un modèle économique qui est à changer. Alors après, je sais pas, je me souviens plus si le mot décroissance en tant que tel, il est nommé dedans, mais il y a des choses quand même en termes sémantiques qui se rapprochent de cette idée-là, de dire que voilà, il faut qu'on aille vers de la sobriété, de la sortie de la société de consommation. Et c'est un document, je trouve que le réseau Ligue peut être assez fier de ce document et de l'orientation qu'il a donné. Après, il décline plein de pistes de travail pour la Ligue de l'enseignement, pour le réseau. Voilà, et après, à chacun de s'en emparer. Là, il faudrait que Léna soit là. Enfin, peut-être que Julien, tu pourras en dire un mot tout à l'heure, mais Léna connaît aussi bien ce sujet-là. Je ne sais pas si décroissance s'est employé en tant que tel à la Ligue ou pas. Non, enfin en tout cas c'est pas mentionné dans le document et c'est comment dire, c'est des termes qui sont qui deviennent un peu enfin qui sont très connotés, donc je pense que c'est aussi à dessein que c'est pas utilisé en tant que tel, mais le texte dit plus que ça simplement quoi, donc c'est en ça qu'il est intéressant je trouve et qui situe notre rôle enfin, déjà qui pose les constats de manière lucide et éclairée et qui pour le coup bah, vont tout à fait dans le sens de tout ce que tu viens de nous dire. Alors avec peut-être un esprit critique peut-être un peu moins aiguisé parce que c'est un texte politique, voilà, il va peut-être pas aussi loin, aussi finement dans le détail, mais voilà. Et puis surtout qui nous positionne encore une fois sur deux grandes dimensions, autant notre dimension en tant que nous, structure d'influence dans le monde associatif et le monde économique, puisque nous-mêmes, enfin, il suffit de prendre typiquement le nombre de repas qu'on sert, par exemple, chaque année. C'est ça, un impact réel, tout ça. Donc, il y a un enjeu, par exemple, de transition alimentaire. Mais aussi la dimension d'éducation et qui, pour le coup, fait peut-être la plus le lien avec tous les outils que vous avez pu produire et dont ce que tu viens de nous présenter là, qui est très intéressant parce qu'à la fois ça pose le débat et en même temps c'est accessible et c'est des outils qui sont mobilisables avec des jeunes d'âges différents à partir du moment où on fait la médiation qui va bien, quoi. Ouais, ok. Et peut-être avant que tu bascules, juste bah, ouvrir un premier espace d'échange s'il y a des questions, des remarques sur tout ce qui vient d'être dit jusque-là. N'hésitez pas. Ouais, je vois le message des, des- du groupe de EGEPS qui va nous quitter à 17h. Bah ouais, Valentine, vas-y, t'as levé la main. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Désolée, je Oui, galère un peu c'est avec bon. mon ordi. Oui, c'était juste pour vous tenir informés, sur le donut. Nous, à la Ligue Centre-Val de Loire, on a développé un outil, justement qu'on partage, très volontiers au réseau, qui a été testé, lors de 6 formations dans tous les départements de la région centre en 2025 et là qu'on réutilise fréquemment dans nos formations. Parce qu'on a créé une formation sobriété climat et du coup pas mal d'outils. Et ce serait, je sais pas si ça a été partagé
dans le passé. Donc voilà, et le donut, en gros, on le fait reconstituer par les groupes de façon collective. Donc ils trouvent d'abord les fondements sociaux et puis ensuite les limites planétaires. Et ça permet de reconstituer. Et c'est très visuel et de réfléchir collectivement au lieu de juste que ce soit du contenu descendant. Donc il est pas mal. Et on peut vous envoyer les modèles à imprimer pour l'utiliser dans vos propres ateliers. Moi, je suis preneur, parce que autant on fait pour les limites planétaires, autant on ne fait pas d'activité spéciale sur le donuts, donc je suis preneur. Ouais, je t'envoie ça dans la foulée, Ah, là, dans la ouais. semaine. Peut-être que Julien, vous pourrez faire rediffuser au groupe. Exactement. N'hésite pas à Ouais. me l'envoyer aussi, moi, puis même plus largement que le groupe, de le relayer via l'ENA pour que ça diffuse partout. Et voilà. Donc, ouais, carrément, très preneur. Ouais, volontiers. Merci. Je vous ferai un petit récap de tous les outils. On a pas mal de choses. Ok. J'en profite pour faire une dernière parenthèse, Vas-y. mais il y a un site qui s'appelle les Chroniques pédagogiques, qui est un site de la Ligue et dans lequel on va, on met, c'est d'ailleurs dans ce site sur ce site que je publie les webinaires en question, mais on a déjà un certain nombre de ressources, dont une bonne partie de celles que Franck va nous présenter mais plein d'autres sur d'autres thématiques. Et c'est à la fois un moyen pour vous d'aller piocher du contenu. C'est ouvert. La plupart des ressources sont en licence Creative Commons. Et en même temps, c'est aussi un espace pour valoriser ce que vous avez. C'est l'occasion, c'est voulu comme un lieu un espace numérique où on va référencer les outils qu'on a envie de partager au sein du réseau et on les partage au-delà du réseau. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Je viens de mettre le lien dans le chat. Et s'il y a des ressources qui vous semblent mériter d'y être présentées, vous me faites un petit mail et je ferai en sorte de les y publier. Ok. Alors, comme il y en a qui vont partir dans 10 minutes, je commence peut-être par la conclusion et puis après, je rentrerai un peu dans le détail. Pour la partie présentation de notre travail, ce que je vais faire dans la demi-heure qui vient, ça va être de présenter quelques contenus de différents projets européens qu'on a menés, qu'on a coordonnés. Oui, donc on a coordonné pour le coup, et pour lequel les productions sont accessibles. Donc, vous allez sur le site de la Ligue 42, dans la partie Nos actions, environnement, vous allez trouver dans nos dispositifs éducatifs des liens d'accès vers différentes plateformes, ressources qui vous permettent d'accéder à nos outils. Il y a des plateformes de téléchargement qui sont faites pour ça. Je vais vous parler de Pacte, partager, apprendre, comprendre pour la transition écologique. Dedans, il y a 6 thématiques avec des outils plutôt pensés pour un public tranche d'âge, on va dire 10-15 ans. Mais nous, il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on a adaptées pour des plus petits. Il y a plein de choses, dont ce que je vous ai montré sur l'Anthropocène avec les questions de masse, qu'on utilise aussi avec du public adulte. Donc après, à chacun d'adapter. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vraiment piocher dedans pour différents niveaux. Et donc il y a une thématique, il y a 6 thématiques dedans: climat, biodiversité, eau, consommation et production responsable, santé, environnement, citoyenneté planétaire. Et je crois, je ne sais plus combien j'en ai cité, il m'en manque une, je la reverrai dans le détail tout à l'heure pour ne pas perdre de temps. Je vais vous parler de conscience numérique durable. Il y a un site internet qui s'appelle conscience-numérique-durable.org, dans lequel là aussi vous pouvez télécharger. On a fait 6 parcours pédagogiques avec 17 activités qui permettent de parler des impacts du numérique. À la fois avec des questions des entrées environnementales, mais pas seulement. Là, on va vraiment aussi, ça va être le cas dans Pacte, dans les autres aussi, mais d'avoir aussi un regard sur les questions sociales de l'impact de nos modes de consommation avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, on va parler de l'envers du décor, la face cachée du numérique. C'est énergétique, mais c'est aussi des mines, des conditions de fabrication, des conditions d'assemblage, des conditions, des enjeux géopolitiques. Et dans ce parcours-là, vous avez la possibilité de parler de tous ces sujets-là à travers des entrées, débats philo, à travers des enquêtes d'investigation, à travers de l'association de timeline, enfin différents
voilà, petit type d'outils techniques pédagogiques qu'on peut déployer. Et en gros, vous pouvez aller piocher dedans, parce qu'il y a vraiment de quoi faire beaucoup, beaucoup d'activités. On peut faire des débats, on peut faire vraiment des activités de mise en situation théâtrale. Il y a plein de choses différentes. Donc, pour ceux qui vont partir à 17h, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez y aller. Une autre ressource que je me pointe pour ceux qui vont partir aussi, Fleuve Grandeur Nature. C'est un projet qu'on a développé en 2014 pour lequel notre site internet, on se l'est fait pirater, il est en reconstruction. Donc, les ressources, en fait, elles sont téléchargeables si vous nous contactez. Et moi, je vous passe un lien pour les récupérer. En gros, on est moins dans une vision systémique anthropocène telle que là, je l'ai décrite avant. On a créé ça entre 2014 et 2017, mais c'est un outil super intéressant pour parler du cycle de l'eau à l'échelle locale. En gros, on a fait des grands paysages qui représentent le bassin de la Loire, le bassin de la Seine, le bassin du Rhône, le bassin de la Garonne. Et donc, avec des publics vraiment, pour le coup, de tout petit à du public du retraité sur un événement grand public, c'est des excellents outils d'interaction qui permettent de parler de son territoire en regardant le paysage. Je regarde où sont les animaux, je regarde où est ma ville, je regarde où est-ce que je suis parti en vacances, je regarde d'où vient l'autre qui est dans ma formation avec moi. On va partager des connaissances. C'est un outil vraiment qui permet de discuter de plein de façons et pour lequel là, on a une douzaine de thématiques possibles. C'est-à-dire qu'avec ce même outil que vous déployez face à un groupe dans un événement ou dans une classe, ils vont pouvoir travailler sur des dimensions géographiques, biodiversité, énergie, les activités humaines, l'agriculture, l'industrie dans mon territoire. Et ça, d'un point de vue, et là j'en dis deux mots très rapidement, mais on se base beaucoup sur une pédagogie qui s'appelle la pédagogie de la conscientisation et de l'engagement. C'est un courant pédagogique qui en fait a fait une analyse des pratiques éducatives de façon globale. Il y a des pratiques plutôt conscientisantes et socialisantes, donc des pratiques éducatives qui conduisent à ce que les êtres humains qui sont éduqués apprennent à bien rentrer dans le moule de la société et à bien s'y intégrer. Et puis d'autres pratiques qui ont plutôt une vertu de conscientiser pour faire des gens, des personnes, des enfants, des acteurs de transformation capables d'agir et de faire changer la société dans laquelle ils sont. Et dans les préconisations qui sont faites pédagogiquement, il est intéressant de toujours parler de la réalité de vie des gens, des enfants, et c'est pour ça que c'est intéressant cet outil-là, parce qu'il coche cette case-là. De partir de ton territoire. On ne parle plus de la montagne, le cycle naturel de l'eau, la rivière, le fleuve, l'océan, de façon abstraite. Non, on parle vraiment de ce qu'il y a chez toi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, en plus, avec un lien très intéressant entre le local, ma ville, et puis le panorama plus grand de tous ceux qui vivent avec moi sur le bassin versant. Donc, l'aller-retour local-global qui est hyper important aussi pédagogiquement. Et voilà, donc Pacte, CND, Fleuve Grandeur Nature, c'est les trois principaux actes que je vais vous présenter. On est en train de travailler pour information, nous, sur un projet. D'ailleurs, il y a un questionnaire que ma collègue est en train d'envoyer pour des enseignants, des familles sur les microplastiques, parce qu'on essaie justement de développer des contenus éducatifs. On a un projet européen là-dessus avec 5 autres pays pour développer des ressources sur une problématique qui est malgré tout peu développé pédagogiquement et peut-être sous-estimé d'un point de vue des incidences. Et donc, on travaille là-dessus pour info. Et puis, on est en train de travailler en ce moment sur un autre projet qui s'appelle Dehors, c'est la classe. Donc là, on essaie de donner des outils aux enseignants pour que les inciter à dire si je veux faire des maths, du français, de l'histoire géo, des arts plastiques, dehors, comment je peux faire. Donc, toute une partie plaidoyer et toute une partie activité pédagogique, en complément de ce qui se fait déjà, parce qu'il y a d'autres acteurs qui développent des ressources pour aider les enseignants de ce point de vue-là. Donc, on essaie d'agir en complémentarité. Et puis, voilà, on est en train de faire ça en ce moment. C'est super intéressant, mais bon, on a une newsletter et vous pourrez retrouver les infos sur notre site internet. Je ne le développerai pas particulièrement, puisque dans un an, on va sortir toutes nos ressources. Donc, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là. Voilà. Et puis, dans les 2 dernières minutes, pour ceux qui vont partir, un autre point important, je vais changer mon écran peut-être, c'est une partie pas négligeable de notre travail des dernières années à la Ligue de l'enseignement. On a développé un projet qui s'appelle Transformer. L'idée, c'est d'avoir des ressources éducatives, pédagogiques pour insuffler une dynamique de transformation dans nos organisations. C'est-à-dire que je vois plus vos visages. Et vous ne voyez pas mon écran en plus, je suis en train de me dire.
Hop. Voilà, là, vous verrez mieux. OK, et moi, je vais pouvoir voir vos visages. Ça y est. Ouais, donc des outils pour essayer de dire, tiens, OK, il y a le discours pédagogique, mais nous, comment organisation et habiter un monde commun, il pose cette question-là aussi de qu'est-ce qu'on change dans notre façon de fonctionner dans la ligue pour qu'on ait une empreinte carbone moins importante, pour qu'on ait une empreinte biodiversité moins importante, etc., etc. Bref, qu'on soit juste dans notre façon de travailler, qu'on fasse le mieux les choses. Et donc là, vous trouverez sur notre site internet des kits de ressources qu'on a développés, que l'on a mis en pratique à la Ligue de la Loire, dans la Ligue de la Loire. On est 120 salariés, pas mal de salariés du secteur médico-social, donc des gens qui ne sont pas du tout des adeptes des questions de transition écologique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas du tout, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Et pour autant, cette dynamique collective-là, elle permet justement de se former collectivement avec des ressources. Et puis ensuite, derrière, de construire des plans d'action en fonction justement de, voilà, on bosse ensemble, donc qu'est-ce qu'on peut changer sur les questions alimentation, quand on fait des événements, sur les questions de mobilité, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, et de créer une progressivité de mise en place d'un plan d'action. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, nous, qui a vraiment enrichi la Ligue et puis voilà, qui a insufflé une dynamique intéressante, qui après, il faut continuer d'accompagner dans le temps. Et nous, on le fait voilà, en dents de scie parce que ça, il y a une énergie à mettre. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts en interne. Mais voilà, il y a des. Nous, on a grâce à ça, mis en place des AMAP. Il y a des abris à vélo qui ont été montés sur certains sites. Il y a eu des baisses de changement du système de chauffage pour baisser les températures, mais décidé de façon collective, en n'ayant pas quelque chose qui est descendant, qui s'impose aux équipes de travail, mais quelque chose qui est plus réfléchi collectivement. Voilà, si ça vous intéresse, c'est à votre disposition. Et je termine là pour la conclusion. Et puis donc à ceux pour lesquels l'heure est passée, je vous dis à plus tard. Salut le groupe. Julien vous fera passer les ressources ou vous m'appelez s'il y a besoin. Si vous avez besoin de récupérer des trucs, vous ne savez pas où c'est, voilà, on essaiera de vous aider. Alors, je vais vous montrer un peu plus de détails pour celles et ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps sur les questions. Alors, il faut que je retrouve le bon document. Ouais. OK, vous voyez mon écran. On va le faire. OK. Alors, donc là, je vais vous faire une focale sur partager, apprendre, comprendre pour la transition écologique. C'est un des projets sur lequel on a vraiment le plus réfléchi à notre posture éducative. Et c'est vraiment hyper important d'essayer justement de se dire qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, comment on veut se positionner par rapport au public. Et en fonction de ça, va découler après des techniques d'animation qu'on va plus ou moins utiliser. Je vous parlais des éco-gestes tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on a mis de côté. Pédagogie de la conscientisation et de l'engagement, je vous en ai dit 2 mots avec cette alternative que vous voyez en orange et en vert. Non, pardon, je le vais trop vite. Je voulais parler de pédagogie conscientisante, socialisante. Dans la pédagogie de la conscientisation et l'engagement, c'est une idée d'une pédagogie dans laquelle on va essayer d'avoir des temps où on apprend et des temps où on est dans l'action et l'engagement. Et c'est pas une boucle qui est linéaire, c'est pas un processus, je pars de A et je vais vers l'engagement. Je peux partir de l'engagement et puis derrière découler des apprentissages, des réflexions et remonter vers un processus justement de réflexion et d'apprentissage de contenu. Et à travers ce processus spiralaire-là, il y a l'idée qu'on va regarder à la fois ce qui se passe moi par rapport au monde, mais je vais avoir une vision aussi d'un point de vue des enjeux environnementaux localement, mais de façon planétaire. Je vais aussi me positionner par rapport aux autres êtres humains, ceux qui sont autour de moi, mais ceux qui sont loin de moi aussi, qui existent, et donc avoir aussi questions de solidarité qui se posent. Et faire que dans un projet éducatif, je parlais du numérique tout à l'heure, on va penser à se mettre à la place de l'enfant qui est dans une mine à 10 000 km d'ici, en train de creuser pour que nous, derrière, on ait un usage pour lequel on n'a pas une responsabilité qui est forcément directe parce que on parle des questions économiques, il y a plein d'autres choses, etc. Mais on porte à connaissance ça, l'idée d'avoir la vision la plus large possible du monde pour que l'enfant, le public puisse après réfléchir
en citoyen qui non seulement a connaissance d'une problématique, mais en plus derrière va essayer de s'engager. Donc, il y a plein d'astuces là-dessus d'astuces, de techniques d'animation qu'on a mis en place. Donc, je vous ai mis remue-ménage, échange d'opinions, des débats en petits groupes, des entrevues, on passait par les figures de proue, des personnes qui nous inspirent, des créations artistiques par rapport au développement de l'imaginaire. Donc, voilà, selon les contenus que vous allez trouver un peu de tout ça dedans. À gauche, c'est ce qu'on a essayé de cocher comme case. À droite, c'est ce qu'on a essayé de ne pas faire. Donc, de ne pas simplifier. On est dans un monde complexe et il faut qu'on éduque à la complexité. Et il ne faut pas qu'on mette ça de côté. La solution, enfin, le principe qui consisterait à faire penser à un enfant que il y a un problème, donc il y a une solution et que voilà, c'est simple. Non, tout est complexe. Un peu comme les questions de voiture électrique. Ça peut peut-être paraître bien, mais en fait, pas tant que ça. Mais si je ne prends pas le temps de regarder la complexité des choses, je passe à côté de choses qui sont importantes. On évite d'avoir des approches descriptives ou prescriptives, donc tout ce qui va être plutôt les éco-gestes, ça peut être utile, mais attention de ne pas rentrer là-dedans comme quelque chose d'enfermant, d'essayer d'avoir des pratiques de recherche pour ne pas être que dans du savoir descendant, même si ce n'est pas exclu, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, on en a souvent dans nos pratiques pédagogiques quand même. Et puis, essayer de toucher du doigt à plein de choses différentes, pas être que sur un enjeu biodiversité et on ne parle pas du reste, mais de toucher les limites planétaires entre elles et de toucher les enjeux sociétaux, des objectifs de développement durable en même temps. Donc, on assume la complexité, on assume aussi, en termes de posture, on assume le fait que la situation, elle est inquiétante. Et on va pour cela essayer de travailler sur l'accompagnement des émotions dans nos projets parce que là aussi, on a ce devoir d'informer sur le fait que oui, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et derrière, du coup, ça va créer peut créer de la peur, ça peut créer de la colère, ça peut créer de l'anxiété, de l'éco-anxiété. Léna n'est pas là, elle pourrait vous en parler. Il y a un projet qui est mené par le Confédéral sur cette question-là, de l'éco-anxiété chez les jeunes. Et ça s'accompagne. Une des grandes clés, c'est de passer par l'action, mais c'est aussi d'être capable d'en parler, de le formaliser et puis d'en faire une question collective. Et ça renforce de se dire qu'on est nombreux à se poser des questions, à être inquiets et pas tout seul et pas s'enfermer. Bref, ça s'accompagne et on propose des choses dans ce projet-là pour faire cet accompagnement-là. Des choses très simples. C'est quoi mon petit bonhomme? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux en parler? Et puis des métaphores après pour parler de pourquoi la peur c'est important comme émotion et que c'est sain de ressentir de la peur quand il y a un danger et que ça nous sert à nous mettre en mouvement. La colère aussi. Mais voilà, on explicite tout ça. Et puis oui, on va équilibrer entre oui, c'est grave, il y a plein de choses qui sont inquiétantes, mais on va aussi montrer à travers les figures de proue des personnes qui nous inspirent, à travers des choses qui sont belles, inspirer et donner une voie vers la sortie, justement, vers des possibilités pour un futur meilleur, qui ouvre aussi l'envie de s'engager et de ne pas être dans quelque chose qui est seulement très noir. Il faut réussir à montrer aussi, en même temps que les problèmes, les richesses qu'il y a sur la planète Terre, et il y en a plein, et dans les activités humaines et dans les engagements de l'humanité, il y en a plein aussi. Les parcours, je vais pas tous les passer dans le détail, mais eau, santé, environnement, biodiversité, je reviendrai dans le détail sur quelques trucs après. Consommation et production responsable, climat, citoyenneté planétaire, là au moins vous les avez tous. À chaque fois, il y a à peu près 5 activités différentes. C'est vraiment là pour le coup des contenus que l'on a pensé pour un enseignant face à son public, hein, avec une entrée liée au programme scolaire, toujours pour toutes ces thématiques-là. Mais nous, on est acteurs de l'EducPop et il y a plein de contenus qu'on a repris là-dedans. Et on a changé nos activités qu'on faisait depuis très longtemps, justement pour apporter de nouveaux regards. Par exemple, pour vous donner un exemple sur la thématique de l'eau, on a un programme pédagogique qui tourne bien dans les écoles depuis 20 ans, 25 ans, mais on ne parlait pas jusqu'à présent de l'eau virtuelle. Je ne sais pas si c'est un concept que vous connaissez, mais quand je parlais tout à l'heure de dire quand on se brosse les dents, on va économiser de l'eau, combien on consomme d'eau par jour par personne, en France, on dit qu'on est autour de, ça dépend des sources, mais autour de 120 litres d'eau, 120 litres d'eau par personne par jour. Et on se pose la question aux enfants, avec les enfants, comment on fait pour limiter ces 120 litres d'eau. L'eau virtuelle, elle nous dit que chaque jour, vis-à-vis de notre mode de vie, on consomme plutôt autour de 5000 litres d'eau par jour par personne en France.
Parce que quand j'achète un jean, bah, il a fallu 11 000 litres d'eau pour le fabriquer. Et puis c'est passé par des champs de coton, c'est passé par des produits chimiques qu'on a utilisés dans d'autres pays du monde, et on a notre mode de consommation, ça a une influence sur le cycle domestique qui est bien plus large que juste l'eau du robinet, dont on a parlé historiquement beaucoup. Mais c'est la partie congrue. Et la partie complexe de montrer l'envers du décor, ben, l'eau virtuelle permet ça. Donc voilà, c'est des choses dans lesquelles vous allez pouvoir aller piocher. Donc, vous allez voir sur notre site internet, en gros, comment ça se passe. Vous avez des guides pédagogiques avec des déroulements pour chacune des séquences. Donc, vous pouvez les regarder. Si ça vous convient, vous l'appliquez tel quel. Si vous dites, ouais, moi, je suis avec mon groupe, je ferai des choses un peu différemment, ben, aucun souci, c'est fait pour. Et après, vous avez à votre disposition ben, tous les outils pédagogiques sous format poster qu'on peut projeter avec. Nos posters sont pensés toujours pour être interactifs, donc c'est soit des posters qui permettent de discuter, soit de poser une situation dans une enquête d'un mystérie, parce que justement on avait une énigme à résoudre et puis on allait chercher voilà, de la conséquence de Amina, c'est le poster qui est au fond à droite, là vous voyez avec les petites flèches du CO2. Amina qui est en train de fuir de chez elle en Somalie. Il y a des voitures qui passent à côté de Matisse de l'autre côté du monde. Ils se demandent le lien qu'il y a entre les deux. On va chercher à comprendre pourquoi. Et là, on va pouvoir monter en complexité parce que, bah oui, il y a le CO2 qui est derrière, mais il y a le CO2 qui était dans les routes qu'on a fabriquées par le passé, qui a peut-être conduit à ce que Amina soit partie. Et c'est pas forcément le CO2 tout de suite qui sort de la voiture qui est responsable du départ d'Amina, parce qu'il y a une question de chronologie. Et peut-être que le CO2 qui sort maintenant, bah, c'est peut-être le départ d'autres personnes plus tard ailleurs dans le monde. Mais voilà, on va justement nourrir cette complexité pour mieux comprendre le monde. Voilà, vous avez des ressources vidéo aussi qui peuvent être intéressantes pour expliquer le changement climatique en 1 minute, ce genre de choses. Voilà, faites avec l'appui d'experts qu'on allait voir justement, des experts qui travaillent pour le GIEC ou autres, pour justement partager ces paroles. Bon, je passe rapidement, je ne vous en parle pas, le guide pédagogique. Bah là, pardon, j'avais oublié que je l'avais, mais ça, c'est l'enquête d'Amina. Donc, l'enquête d'Amina, c'est vraiment ce principe ils vont travailler par groupe et ils vont essayer de le remettre dans l'ordre des cartes pour comprendre justement les liens qu'il y a entre le changement climatique et le départ d'Amina et ce qui se passe du côté de Matisse. Côté climat, bah, on a des approches posters. Là, c'est les émotions. Là, vous avez les figures de proue. Donc, c'est des séquences à chaque fois qui vont durer entre 30 minutes et 1 heure ou un peu plus. Et l'idée, c'est de pouvoir les enchaîner pour pouvoir parler des causes, des conséquences, après des pistes d'action. Voilà, ça, c'est un photolangage autour de l'eau. J'en profite, hein, là, vous voyez sur l'image 1 de ce poster-là, on pose les choses pas seulement de façon anthropocentrée par rapport aux impacts sur l'humain. On va aussi essayer de se mettre à la place d'autres espèces, et c'est pour ça on a mis une grenouille là. Je ne sais pas si vous la reconnaissez en haut à droite sous la planète bleue, c'est une grenouille qui est séchée parce que bah, le changement climatique a une incidence sur les autres espèces, et puis il y a des disparités dans le monde, voilà, selon les situations. Bon voilà, après là je regarde si j'ai des choses particulières à vous dire. Bah, là aussi pareil, c'est encore, on va se positionner par rapport à d'autres enfants dans le monde, à d'autres personnages pour voir leur situation. On va faire la création artistique. Vous avez en plein milieu en bas, on va imaginer un monde avec eau, un monde sans eau, et faire travailler l'imaginaire. C'est important justement dans l'idée justement d'apprendre à créer et à transformer le futur. Voilà, on va enquêter sur la biodiversité autour de l'école à proximité. C'est une possibilité. Là, on va travailler sur la biodiversité avec des angles aussi intéressants que nous avons apporté les collègues italiens. Alors, il y a des activités qui peuvent être un peu compliquées avec beaucoup de textes que nous n'utilisons pas de notre côté, mais voilà, qu'eux utilisent. Et par contre, on utilise pas mal ce qui est au centre. L'idée de dire que dans le corps humain, en fait, eh ben, il y a l'évolution et le lien avec les autres espèces qui est présent en nous, parce que d'un point de vue justement de l'arborescence du vivant, bah, on est lié à la grenouille, on est lié au ver de terre, on est lié au poisson pour l'oreille interne. Enfin voilà, il y a des embranchements et on est lié à tout ce vivant. Donc c'est une approche intéressante aussi qui change de ce qu'on faisait nous avant. Voilà. Citoyenneté planétaire, un mot aussi, parce que c'est intéressant d'un point de vue là aussi de la posture d'apprendre à se positionner en tant qu'acteur qui fait des choix.
Donc là, on va demander aux enfants de discuter en groupe, de dire, bon, ben, si vous étiez en situation de prendre des décisions politiques, vous vous engagerez quoi comme action? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et on donne des pistes d'action. Et eux, ils vont expliquer pourquoi ils choisiraient celle-ci. Les groupes vont faire des choix différents, globalement des choix différents. Et ce qui est intéressant, c'est pas de dire forcément ce qui est bien ou pas bien, c'est justement de nourrir la complexité et puis de voir qu'il y a plein de façons de poser des problèmes et d'agir. Bon, citoyenneté planétaire, ça illustre parfaitement la partie de gauche, le fait de dire une action sur quoi je vais avoir des incidences. Donc la petite carte qui est au milieu, bah, je sais pas, j'ai moins de béton et par contre plus de jardin, c'est positif en quoi? Bah, c'est meilleur pour la santé vis-à-vis de l'alimentation et puis peut-être de ce que je vais respirer. Ça a une influence sur le changement climatique, c'est mieux pour la biodiversité. Il peut y avoir une dimension solidaire dans les jardins urbains. Enfin voilà, on va apprendre justement à travailler en essayant d'avoir, à travers une solution, le plus d'impact positif possible sur plein de choses. Et une problématique qui est nouvelle aussi, que nous ne développions pas, nous, avant, jusqu'à il y a il y a un an de ça, le pacte, c'était il y a à peu près un an et demi, qui est aussi vraiment intéressante, santé-environnement. L'idée de dire que c'est le concept One Health, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le principe de dire une seule santé, la santé des écosystèmes, la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes. Bon, en gros, et là, je trouve que ce poster illustre vraiment très bien. Notre corps, il est nourri de ce qu'on mange, il est nourri de ce qu'on respire, il est hydraté par l'eau qu'on boit. Si nous avons de l'eau qui est polluée, pleine de microplastiques, pleine de produits chimiques, des sols pleins des aliments dans lesquels il y a des pesticides, ou de l'air qui est plein d'aérosols ou de métaux lourds ou de je ne sais quoi, de particules fines, et ben, tout ça vient attaquer notre corps directement. Et ça a une influence sur tous les vivants. C'est-à-dire que, bah, en fait, le pigeon qui est dans la ville, bah, lui, c'est pareil, quoi. Il respire le même air que nous, il mange ce qui traîne par terre, et que lui, bah, ça va affecter son organisme aussi, parce que bah, on est toujours lié par les composants, ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans le sol, globalement. Et on va réfléchir autour de ça à comment l'humain, bah, il peut plus ou moins bien prendre soin de son sol, de l'air, ou des écosystèmes aquatiques, de la ressource en eau. Voilà, et toutes les facettes de la santé qui ne sont pas que des questions de maladie, hein, c'est des questions aussi de relations sociales. Voilà, c'est pas seulement le fait de ne pas être malade, c'est qu'une partie de la santé. Il y a plein de déterminants de la santé qui existent. On propose de travailler dessus. Et là aussi, de voir en se mettant à la place d'eux. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans Pacte et dans les autres projets. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dedans pour avoir quelques minutes pour vous parler vous montrer en tout cas où trouver les autres ressources, mais bon, c'est très très riche, il y a vraiment beaucoup de choses à aller piocher dedans si ça vous intéresse et à vous le réapproprier. C'est pas forcément quelque chose à prendre tout en l'état selon vos situations. Hop. Donc les autres qui sont partis n'ont pas eu les illustrations pour voir ce dont je vous parlais. Là, je vous montre juste Fleuve Grandeur Nature. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous me contactez. Le principe, c'est quoi? C'est des étiquettes qui vont nous permettre d'interagir avec un visuel. Voilà, là, vous avez un exemple. Donc là, vous avez le visuel de la Seine. Bon, vous avez le Morvan au fond, vous avez Paris au milieu, vous avez Rouen, Le Havre en aval. Et on va travailler sur la biodiversité du territoire, le cycle domestique, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, un outil on l'a lancé en 2017, nos ressources ont été téléchargées des milliers de fois. On a, au moins 2-3 fois par mois, des gens qui nous contactent alors qu'on ne fait plus de promotion et rien dessus pour s'équiper de cet outil parce qu'ils l'ont vu, ils en entendent parler, etc. et que ça fonctionne. Et quelqu'un qui va bosser à la LPO et qui veut travailler sur la biodiversité, ben, il va pouvoir travailler sur la biodiversité. Quelqu'un qui travaille sur le risque inondation, ben, il va pouvoir parler risque inondation avec ses publics, solidarité amont-aval dans le paysage. Quelqu'un qui voudrait avoir une approche plutôt les paysages ou les régions, ben, on va pouvoir travailler aussi sur ces notions-là, des entrées très géographiques.
etc. Et c'est ça qui marche, c'est qu'il y a plein de séquences qui sont indépendantes les unes des autres et on peut prendre des petits morceaux en fonction de sa situation. Super outil en grand public sur des événements, ça accroche vraiment parce que nous on l'imprime en 4 mètres de long, donc c'est vraiment très visuel, on peut être nombreux devant et puis tout le monde reconnaît un truc qui le concerne. Et voilà, cherchez où vous habitez, cherchez est-ce que vous reconnaissez le barrage, ça fonctionne avec des photos qui font le lien entre le réel et le dessin, voilà, qui illustrent les grandes composantes du paysage. Donc vraiment super chouette. Nous, on s'en lasse pas, on l'utilise depuis 12 ans maintenant. Bon, voilà, après, c'est juste des illustrations. Pour trouver sur le site internet toutes les thématiques. Et ouais, quand je dis de 7 à 77 ans, c'est vrai, ça marche super bien. Alors voilà pour Fleuve Grande Nature. Je regarde l'heure et je termine là-dessus. Comme ça, il nous reste 5 minutes, 10 minutes pour les questions. Échange si vous voulez. Donc, vous avez un autre site internet, donc Conscience Numérique Durable, dans lequel vous allez pouvoir là aussi télécharger nos ressources. Moi, je vais aller dans la présentation des outils pédagogiques. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez des livrets d'accompagnement de l'activité et tous les outils annexes qui sont derrière, prêts à imprimer, à découper avec les visuels. Vous avez un document d'information sur le questionnement du numérique dans la société vis-à-vis des 17 objectifs de développement durable. Un super travail qui avait été fait à l'époque par nos collègues de la Belgique dans le cadre du projet. Nuance qu'on peut faire dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'IA qui vient réinterroger tous les ordres de grandeur, d'impact d'un point de vue justement de la pression. On va devoir changer en gros tous les centres data centers du monde pour qu'ils fassent de l'IA et ça ne peut pas se substituer. Enfin, il y a une question de technique qui font qu'il faut qu'on double les serveurs parce que ce n'est pas les mêmes technologies qui permettent de faire le Google Cloud classique, on va dire, et l'IA, d'après les études du greenité.fr récemment. Donc, nous, on n'a pas ça dedans, on n'a pas travaillé la question de l'IA dans ce projet-là. Par contre, sur les 17 activités, il y en a 16 qui se font indépendamment de toute façon des ordres de grandeur, de l'impact de telle ou telle chose, centre de données, réseaux, terminaux. Donc, il n'y a qu'une seule activité qui peut être remise en question d'un point de vue des ordres de grandeur qui peuvent avoir un peu bougé. Mais le reste, pour débattre de c'est quoi mon rapport au numérique, de discuter de la consommation du numérique, on fait une activité dedans que moi j'adore faire avec même du public adulte. C'est une activité autour des objets connectés, ça existe ou ça n'existe pas. Et je vais vous dire, est-ce que si je vous dis la montre connectée, est-ce que ça existe? Je vous laisse lever la main pour ceux qui ont l'écran. Vous pensez que ça existe ou pas, la montre connectée? Bon, montre connectée, on est plutôt, a priori, tout le monde est OK. Si je vous dis une table connectée. OK, une partie majoritaire qui pense que oui. La table connectée existe, je vous laisserai aller regarder sur Internet à quoi elle sert, mais elle existe. Si je vous dis une salière connectée. Une personne pense qu'elle existe. La salière connectée existe, pareil, elle a été pensée justement pour pouvoir, avec l'application qui vous donnera la quantité de sel, attention à votre santé, parce que derrière, si vous mettez trop de sel, c'est hyper dangereux pour vous. Donc, achetez la salière connectée et en plus, elle fait 36 millions de couleurs, plus la musique d'ambiance et vous allez épater vos amis. Bref, c'est juste une illustration, mais ça marche très bien comme discussion avec tous les publics, mais on le fait beaucoup nous, avec les collégiens. Et derrière, quand les arguments marketing que j'ai donnés très rapidement, on fait cette éducation à la publicité aussi dans le cadre de certaines activités. Là, c'est le cas, ça marche très bien parce que derrière, les arguments commerciaux, ça va toujours être globalement, ils se basent sur la pyramide de Maslow. Donc, ils vont se dire, les gens, ils ont des besoins de reconnaissance sociale, ils ont des besoins de sommeil, ils ont besoin d'être en bonne santé, de se sentir en sécurité. Donc, le bracelet connecté pour vos enfants, pour qu'ils ne soient pas en danger, votre fibre empathique vis-à-vis des êtres que vous aimez. Il va y avoir le bandeau de sommeil pour contrôler votre sommeil, pour être justement en forme, parce que c'est hyper important si vous voulez vivre longtemps. La litière pour chat connectée, parce que vous allez prendre soin de vos animaux et que si vraiment vous ne prenez pas soin de vos... Enfin, si vous n'achetez pas notre super litière connectée, c'est vraiment que vous n'aimez pas vos animaux de compagnie. Et il y a toujours cet argumentaire-là. Franchement, allez voir sur Internet, c'est ce genre d'argument. Et donc, faire cette éducation à comprendre la publicité, ça leur permet de prendre du recul derrière quand ils voient la pub, de dire, ah, en fait, oui, il y a eu des gens qui ont réfléchi
On les met en posture de réfléchir, eux, pour qu'ils se disent bien, ouais, il y a des gens qui ont réfléchi au discours derrière le truc qui m'est vendu. Bon, ça va de la lessive qui lave plus blanc que blanc à l'iPhone 17 qui est meilleur que le 16, qui était meilleur que le 15, même si le 15 était déjà exceptionnel, il est encore mieux. Et on va aller chercher justement aussi des questions de reconnaissance sociale avec la marque et on discute avec les enfants des prix des smartphones, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à mettre ce prix-là ou pas dans un téléphone, c'est quoi la différence techniquement. Ça, voilà, ça vous permet de. Franchement, on aborde plein de sujets, c'est hyper intéressant et c'est concret parce que pour le coup, c'est un objet qui concerne beaucoup les jeunes maintenant et sur lequel il y a beaucoup à dire. Voilà. Et vous pourrez faire tout ça avec conscience numérique durable. En vrai, je le redis, sur les 17 activités, il y en a 16 qui ne sont pas changées. Et pour celle qui est sur les questions d'impact environnementaux du numérique, bah, vous allez trouver dans le site internet, dans la partie se former, on vous a mis une alerte sur les dernières évolutions qui ont été amenées d'un point de vue justement de la connaissance qu'on a de où sont les impacts du numérique. Voilà, entre les terminaux, les réseaux, les centres de données. Parce qu'on parle beaucoup des data centers, mais c'est aussi une idée reçue, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact dans les centres de données, mais il y a énormément d'impacts du numérique qui sont liés à la multiplicité des milliards d'objets que nous achetons, avec de l'obsolescence programmée, avec de l'obsolescence psychologique parce qu'on veut en changer alors qu'il marche encore. Ouais, il y a plein. J'ai pas le temps. Je fais 2 heures des fois en formation pour présenter conscience numérique durable, mais il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants à discuter avec vos publics si vous en avez l'occasion. Voilà, donc un onglet de téléchargement, vous allez juste dire que vous êtes d'accord. Ensuite, vous sélectionnez en langue française pour faire le tri, si vous voulez que les activités pédagogiques. Voilà, et vous allez avoir que quelques documents qui sortent et vous allez pouvoir choisir les parcours qui vous intéressent parmi tous ceux que je vous ai mis à disposition. Et vous allez retrouver les sommaires des activités qui sont là. Donc, c'est quoi un numérique durable au regard des enjeux environnementaux? Ça veut dire quoi écologique? Qu'est-ce que le numérique apporte dans ma vie? Il a un peu philo, ce parcours vraiment super intéressant. La notion d'effet rebond, j'en parle pas plus là, mais c'est intéressant. Et très important à comprendre d'un point de vue justement des risques par rapport aux évolutions technologiques qui nous promettent monts et merveilles. Il y a toujours des effets rebonds dans un modèle économique en croissance qui a vocation à vendre. C'est bien, j'invente quelque chose, mais si derrière le but c'est de vendre, bah, au final, ça corrompt en tout cas l'objectif initial et ça a tendance à atténuer les effets de ce qu'une technologie positive aurait pu nous apporter si on l'avait limité à l'essentiel. Donc la question de la sobriété derrière, en gros, quoi. Comment j'agis et puis se projeter dans le futur. Il est 26, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens et je vous ai montré pas mal de choses ici ou là. Voilà, et après à votre disposition pour, si ça vous intéresse, rediscuter de ça plus au calme, vous m'appelez et puis quand on arrive à se trouver un temps téléphonique, on échange. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Voilà, profitez du fait que Franck soit là avec nous pour ces dernières minutes. Ouais, Effectivement, déjà, ouais. non, bah, juste, je vais remercier Franck effectivement de l'intervention. J'ai l'impression que c'est un petit peu toujours exponentiel en fait. Il y a des milliards de trucs à faire et il faut ensuite derrière se poser puis réussir à voir ce qui va nous intéresser, comment on va pouvoir s'en servir. Et je pense que Julien dirait sûrement, mon collègue dirait sûrement la même chose parce que là, depuis quelque temps, il collecte, il collecte, il collecte. Et puis après, ben, voilà, comment on va pouvoir se saisir de tout ça pour en parler, c'est riche. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ont fait énormément de travail déjà là-dessus, quoi. Merci. Ouais, bah c'est sûr que, ouais, en tout cas, après, il faut prendre le temps d'ouvrir, de lire et de faire des choix. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et qu'est-ce qui vous parle le mieux selon vos publics, quoi. Aline, on a vu tes lèvres bouger. Je ne sais pas si c'était pour nous, mais ton micro est coupé. Oui, non, je parlais pour moi, mais Ok, d'accord. non, mais merci parce que moi j'ai déjà pris pas mal de docs dans Pacte, mais aussi dans Transformer. Vous me l'aviez envoyé d'ailleurs.
Et vraiment, c'est hyper foisonnant ce que vous avez fait, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Merci beaucoup. Et le problème est de choisir, en effet. Mais c'est vraiment chouette. Ça me donne plein de nouvelles envies. Voilà. Et l'autre problème, enfin, je sais pas moi comment vous faites, mais est-ce que vous mettez à dispo vraiment de tout le monde, absolument tout le monde, tous ces outils? Parce que nous, on les utilise en intervention, mais nos interventions sont payantes. Donc, comment vous faites pour faire... Enfin, est-ce Oui, que vous faites le tri? non. Non. Non, non, on Ok. fait pas. Enfin, le principe en fait des projets européens, c'est développer des ressources en Creative Commons Mm, ouverts, réutilisables, repartageables et réutilisables par la communauté éducative. mm, Nous, on considère que, enfin, quand toi tu vas intervenir, en fait, tu vas intervenir, c'est ton temps de travail en fait que tu vas rémunérer et mm, puis ton, enfin, ton apport en tant que structure d'éducation populaire mm, et qu'après, l'outil en lui-même, tu peux l'utiliser dans ce cadre-là comme tu veux. Les limites, on va dire Creative Commons, c'est la réédition qui donnerait un objectif commercial de revente de l'activité pédagogique en bien disant sûr. moi je la récupère, je la revends en tant que Non, telle non. pour voilà. Mais tant que ça reste dans le cadre de ton utilisation, il n'y a aucun souci. C'est pensé et contractuellement c'est fait pour ça dans le Mm, cadre de nos projets européens. Donc non, mm, on l'ouvre vraiment à tout le monde et tu vas sur le site internet. mm, mm, Tu dis juste, tu te retournes pas contre nous si tu as un problème en l'utilisant, mais après, tu l'utilises comme tu veux, quoi. mm, mm. Ouais, parce que j'étais en train de penser, j'ai des amis enseignants qui, en fait, le gros problème, hein, c'est comme partout, c'est qu'on n'a plus beaucoup de structures scolaires qui ont des budgets pour nous demander d'intervenir, et qui Ouais. nous demandent la gratuité des choses. Voilà, c'est pas forcément possible. À mon avis, c'est pareil, partout pareil. Et du coup, là, je me disais, mais en fait, je peux les rediriger vers ça, peut-être, sachant que mais, ça veut dire qu'on fait pas notre boulot, mais en même temps, ils ont la ressource, quoi. Mm. Bah, nous, on a Voilà. essayé de marcher sur ces deux jambes-là et dans le service, on essaie de faire ça, se dire que on peut pas être partout, Oui. que les enseignants, ils ont aussi besoin d'outils en autonomie et que plus, Mm. enfin, c'est ce qu'on se dit des fois, on se dit, bah, en fait, s'ils sont capables de payer une animation où on vient, peut-être qu'avec des outils qu'on met à disposition, ils vont peut-être faire 5 ou 6 séances, eux, tout Ouais, seuls, ouais, alors qu'ils jamais ils nous paieront pour venir 6 fois, tu vois. c'est Donc, clair. voilà, c'est essayer de faire ce lien pour massifier les actions d'éducation à l'environnement, la transition écologique par d'autres en direct. Mais après, on est confronté, nous comme vous, le secteur animation, bah, c'est de plus en plus compliqué. Mm. Après, la réponse qu'on arrive parfois à apporter dans certaines communes, bah, c'est que historiquement, dans le service, les collègues par le passé, ils ont pris leur bâton de pèlerin pour aller discuter avec la commune et dire est-ce que vous êtes prêt à mettre un budget de participation et on conventionne avec la Ligue de l'enseignement pour dire que bah, nous, on va intervenir aller dans 5 classes chaque année à raison de 3 animations pédagogiques. Est-ce que vous êtes prêt à financer la Ligue de l'enseignement pour ça? Et nous, Ah oui. il y a quelques Bah, communes dans le Rouennais qui le font et qui permet d'arriver dans la classe en disant l'animation, elle est gratuite parce qu'elle est financée et prise en charge par la collectivité, mm, mm. qui permet parfois de, salut Camilla, d'éviter voilà, cette contrainte financière. Ouais, c'est une bonne piste, en effet. Ouais. Sachant que les budgets partout baissent, hein, mais Ah ouais, donc, non, mais c'est pas la meilleure époque pour le mm, faire, mais ça n'empêche, hein, les choix, enfin, pour le coup, dans les budgets communaux, mm, c'est aussi des choix politiques et des communes qui sont sensibles à ces questions-là pourront trouver hyper contents de trouver les acteurs c'est ça. de confiance, partenaires de l'éducation nationale, c'est le cas de la Ligue, Mm, mm. avec l'expertise pour faire ce travail-là et puis valoriser un vrai engagement de la ville. Donc, il y a un Ouais. travail un peu de lobby politique qui peut se jouer derrière, quoi. Mm. Parfait. Ok, merci. Bon, bah écoute, merci beaucoup Franck pour effectivement toute la richesse des ressources que tu nous as présentées et puis le cadre général qui permet aussi de remettre bah, les ordres de grandeur, de resensibiliser tout le monde et puis en même temps nous apporter les outils pour déployer tout ça. Je rappelle juste que cette intervention était dans le cadre d'un cycle qu'on organise depuis la rentrée et du coup qui a lieu normalement
plutôt les derniers jeudis du mois. Là, on a fait une exception pour celui-ci. Et donc, le prochain rendez-vous sera le 21 mai. Et on sera toujours autour des questions de transition écologique, mais on parlera d'éco-anxiété avec Léna Picard qui a piloté un projet européen aussi là-dessus et plein de ressources à mettre à disposition. Et puis, j'en profite également pour vous dire qu'il y a effectivement un projet de DEGEPS transition écologique qui se lance, dont Julien a parlé un petit peu. Je vous mets le lien vers la page web qui parle de ça, puisque du coup, c'est une formation pour des futurs coordinateurs de projets dans la transition écologique. Si jamais ça intéresse du monde, qui soit employeur ou apprenti autour de vous, bah, n'hésitez pas à faire circuler cette information. On est en pleine phase de recrutement, donc c'est le bon moment pour faire tourner l'info. Voilà, Ok, il me reste plus qu'à vous remercier, et à te remercier en particulier, Franck, et puis à vous souhaiter une bonne soirée. bah, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager. Et si tu gardes trace, les gens auront mon contact à l'écran si voilà, ils veulent me contacter. Ok, top. Et je dis ça me fait penser, regardez pas le numéro de téléphone, il faudra que je le change. On vient de changer il y a 2 semaines. Il faut que je le change. Pas de problème. Et Merci. de toute façon, ça sera aussi dans les chroniques pédagogiques, la visio, donc on pourra retrouver tout ça. Super. Merci. Bonne Top. soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci, Bye bonne Au bye. soirée. revoir. Merci.